peux être multiple champion, multi-ci, multi-ça. Si t'es pas une personne de valeur, en vrai, tu m'intéresses pas. Je n'ai pas envie de passer du chemin avec toi. Je suis loin d'être doué. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Quand j'ai commencé à le pratiquer, j'avais tout de suite des objectifs bien clairs. Je voulais être champion. Il faut faire 2 fois plus que les autres. Normalement, mathématiquement, si tu fais 2 fois plus que les autres, tu y arrives. Pour arriver à haut niveau, il faut être prêt à faire des vrais sacrifices. Alors juste pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à les faire? Peut-être pour beaucoup de choses, ou peut-être même pour rien du tout. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'accueille Steve Valent. Salut. Steve Valent, les gars, pour ceux qui ne savent pas, multiple champion du monde, coach de haut niveau et organisateur d'événements prestigieux. T'as tout connu, la sueur du ring, les blessures, les retours improbables, mais aussi la transmission de ton savoir. À travers des élèves comme Akram Amizi, Ismaël Staub et Ilyas Krafi qui est venu aujourd'hui avec nous dans le studio, tu continues d'imposer ta vision du combat sans concession, celle du guerrier authentique. Est-ce que j'ai juste jusqu'à là? Écoute, franchement, pour le moment, tu as vraiment bien résumé. Ouais, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc, moi, j'ai cherché un petit peu, mais... Donc, Steve Valent, comme tu l'as dit, j'ai 43 ans. J'ai arrêté ma carrière sportive il y a 8 ans. J'ai eu la chance, à force de travailler, j'ai obtenu 10 titres mondiaux dans 4 disciplines pieds-points différentes, en Muay, en kickboxing, en K1 et en full contact. Je crois qu'à ce jour, en France, il n'y a encore personne qui l'a fait. C'est un exploit en soi sans vraiment être un exploit parce que j'ai pas cherché spécialement à faire ça. Je l'ai fait parce que les opportunités se sont présentées. Ouais. Donc suite à ça, j'ai arrêté ma carrière. Et puis j'ai vraiment voulu être dans la retransmission suite à l'arrêt de ma carrière. Donc comme tu l'as cité, il y a Akram Amizi, il y a Ilyas Krafi, il y a Christopher Walter, Ismaël Staub, bien d'autres. Aujourd'hui, on est une bonne écurie. On est 7 pros, plusieurs semi-pros. On est une équipe qui tourne bien, avec beaucoup d'investissement de ma part, mais voilà, on est une équipe qui tourne bien, ça se passe plutôt pas mal. J'ai cherché sur Internet, t'es le premier Français qui a eu 10 titres mondiaux. Après, je sais pas les autres qu'il y a eu, mais j'en ai 10 effectivement dans plusieurs disciplines différentes. En fait, je suis le premier Français dans 4 disciplines pieds-points différentes. Ouais. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus titrés que moi. J'irai jamais clamer je suis le meilleur ou si ça. Jamais. C'est absolument pas dans... Ça fait plaisir quand même. Premier Français, 10 titres mondiaux. Ouais, écoute. C'est un petit pas dans l'histoire quand même. L'opportunité, elle s'est présentée, j'ai relevé le défi et je me suis juste contenté de faire mon travail. Tout simplement. Tu restes humble. Malgré... les gars, moi, je gagne 10 titres mondiaux. Je le mets sur mon t-shirt. 10 fois champion du monde. Non, franchement, c'est incroyable. Ouais, mais j'ai juste envie de te dire, je reste humble et je garde ça pour que mes élèves, ils prennent exemple sur moi et que leur tête, elle gonfle pas quand ils vont commencer à prendre des titres. Parce que là, ça commence à être pas mal. Au niveau des titres de la team, tout se passe bien et j'espère juste qu'ils garderont les pieds sur terre tel que je l'ai fait moi. Franchement, t'as bien raison. Hormis cette carrière sportive, qui es-tu dans ta vie si je t'enlève le pied-point, si je t'enlève les sports de combat, qui est Steve Valent hors sport de combat? Ça, c'est intéressant. Alors déjà, je pense que si tu m'enlèves les sports de combat, je sais pas faire grand-chose. Clairement. Toute ma vie, faut vraiment savoir que toute ma vie, elle a été focus là-dessus. Mon père m'a mis dans les arts martiaux étant tout jeune. J'ai commencé le judo dès l'âge de 5 ans. Après, j'ai un peu découvert la boxe à travers mon père qui boxait un peu de boxe française. Mon père, à l'époque, il avait des magazines tels que Karaté Bushido, que tout le monde connaît, mais genre les premiers magazines, il y a 30 piges. Ouais. Et dans les magazines, j'ai découvert le Muay Thai et je suis devenu amoureux de cette discipline. Et à part ça, Steve Valent, dans la vie de tous les jours, c'est un père de famille, c'est un mari, c'est quelqu'un qui s'occupe de son foyer, qui donne énormément dans le sport à ses élèves, qui essaie de retransmettre, pas uniquement faire des champions, mais faire des champions dans la vie, faire des belles personnes, des bonnes personnes, des personnes avec des valeurs surtout. Parce que dans mon écurie, même si tu peux être multiple champion, multi-ci, multi-ça, si t'es pas une personne de valeur, en vrai, tu m'intéresses pas. Je n'ai pas envie de passer du chemin avec toi. J'ai pas envie de te donner de mon temps. Donc, j'essaie juste d'être entouré de bonnes personnes et de retransmettre avec le cœur. Attends, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Comme tu l'as dit, tu as commencé les sports de combat très très jeune. À quel moment on se dit, franchement, c'est ça ma vie, je suis doué, ou franchement, il y a obligatoirement une différence qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui font du sport, mais peu de personnes qui finissent pro et encore moins 10 fois champion du monde. Donc, à quel moment tu te dis, c'est ça ma vie, je suis fait pour ça et je vais avancer là-dedans? Alors déjà, je suis loin d'être doué. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Je suis vraiment loin d'être doué. Par contre, quand j'ai commencé à le pratiquer, j'avais tout de suite des objectifs bien clairs. Je voulais être champion. Tu vois, il y a beaucoup de personnes que je regarde à la télé, des pratiquants et tout, et je me disais, je veux être comme lui et je me donnerai les moyens d'être comme lui. Qui t'a inspiré? Ramon Dekers à l'époque, pour ceux qui connaissent, il y avait les soirées sur Canal+.
voilà, pour moi, ça a été un grand élément moteur de motivation, tu vois. Je voyais son attitude et tout. Et je savais que pour réussir dans notre sport, fallait vraiment s'entraîner dur. Et en fait, toute cette détermination et ce travail, j'avais besoin de personne pour être derrière moi pour me dire de le faire. Je savais ce qu'il fallait. Donc, je me donnais les moyens, je réfléchissais pas. Et après, je partais aussi toujours du principe que si tu veux réussir, faut faire 2 fois plus que les autres. Normalement, mathématiquement, si tu fais 2 fois plus que les autres, tu y arrives. Donc, voilà. Franchement, magnifique leçon. Et c'est vrai que là, tu as parlé de Ramon Dekers, paix à son âme, mais plus tard, j'ai vu que tu t'es inspiré beaucoup de, je le prononce mal, les gars, mais Buakaw. À Buakaw, oui, bien sûr. Ouais. Après tout ça, c'est des références. Ouais. Buakaw, il y a eu en termes de français Farid Diome, un très grand champion. J'ai eu la chance et l'honneur de côtoyer vraiment des grands champions. J'ai toujours eu une très grande ouverture d'esprit, sportivement et même à tous les niveaux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait mes armes en Thaïlande, un peu comme tout le monde. J'ai rencontré du monde. Il y a quelqu'un qui est pas très loin d'ici, qui est Jtabal, il y a Paolo Balisha, qui est un énorme champion, qui m'avait pris un peu sous son aile. Et en fait, durant ma carrière, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment prendre le meilleur de chez chacun et de mixer tout ça, afin d'être un peu le boxeur que je suis devenu. Avec tout ce que tu as fait, Thaïlande, etc., avec tes titres et tout, est-ce que ça t'a montré des choses sur tes limites, sur ce que tu pouvais faire, sur ton potentiel? Tu dis que tu es un gros travailleur, mais physiquement, tu as quand même tenu. Il y a beaucoup de sportifs qui se blessent à fin de carrière, les fameux ligaments croisés que des fois on utilise comme une feinte. Mais toi, tu as tenu. Et effectivement, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, sur tes limites, sur là où tu pouvais aller en tant qu'athlète et boxeur? Moi, le sport en général, ça m'a forgé dans ma vie de tous les jours. Faut savoir que j'avais pas spécialement un entourage. J'avais personne pour me motiver. Ma seule motivation, elle était propre à moi-même. Des blessures, j'en ai eu. Grâce à Dieu, ça se voit pas trop, tu vois, mais j'en ai eu un paquet des blessures. Et ça m'a juste formé à devenir un homme. Et aujourd'hui, tout ça, c'est même pas je le retransmets à mes enfants. Ils le voient. Ils ont vu le comportement que j'avais. Ils ont vu les préparations que je faisais. Ils ont vu la discipline et la rigueur que j'avais. Et juste pour moi, que ça leur serve d'exemple. Et qu'aujourd'hui, ils savent que pour y arriver, il faut passer par là. Pour moi, j'ai tout gagné. Incroyable. Effectivement, tu as affronté des gros noms. Et parfois dans des conditions très dures. Je pense notamment au combat contre Shemsi Bekiri. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Conditions dures, moi je me cherche jamais d'excuses. J'aurais dû être mieux ce jour-là, je l'ai pas été, j'ai fait le combat, je l'ai perdu. Après, jamais tu me verras mettre sur les réseaux, je sais même pas si les gens le savent, j'ai eu le nez cassé au premier round. J'en ai fait 5 comme ça. Mais justement, c'est pour ça que je dis conditions très dures, parce que je te suis, le nez cassé. Ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'était compliqué, surtout que ma stratégie pour ce combat-là, c'était vraiment de sortir mon anglaise. Du coup, ça n'a pas été du tout la stratégie adoptée. Avec un nez cassé, c'est compliqué. Je sentais ça, le sang, le sang il descendait dans ma gorge à chaque minute de récup. C'était compliqué et tout. C'était une grosse guerre. Mais j'ai pas fait le nécessaire pour gagner. Donc la faute, elle est à moi. Mais est-ce que tu as retenu quelque chose de ce combat-là? Est-ce que ça t'a quand même apporté, ou tu t'es juste on retient toujours. On est cassé, franchement, je pas pu donner le meilleur de moi-même? Beaucoup plus de mes défaites que de mes victoires. Et grâce à Dieu, merci mon Dieu de m'avoir fait perdre des combats, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que je pense que je suis un bon entraîneur. Je sais tirer profit de mes défaites, de mes victoires, mais encore plus de mes défaites. Et voilà. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui disent que dans les défaites, il y a beaucoup de leçons. Franchement, moi, une défaite, je suis dégoûté. Enfin, tu vois, même une compétition locale, parce que moi, je suis loin d'être pro. Même une défaite, franchement, t'es deg. Bien sûr que t'apprends, mais pourquoi c'est aussi important, que ce soit pour toi ou les autres? Effectivement, les pros disent souvent ça, que les défaites, c'est très important. Déjà, si tu valides la défaite, c'est que t'es déjà un défaitiste. Faut pas l'accepter, la défaite. Moi, même si je joue aux cartes avec mes enfants, je vais pas accepter de perdre. Je suis un vainqueur dans l'âme. Et si je combats et si je fais quelque chose, c'est pour gagner. Après, qu'est-ce qu'on retient des défaites? Pourquoi j'ai perdu? Toi, c'est important de savoir pourquoi tu as perdu. Peut-être une mauvaise alimentation, une mauvaise préparation, tu as trop négligé ci, tu as trop négligé ça. Et ce qu'il faut, c'est faire le point à la fin de ton combat. Pourquoi j'ai perdu? Et ça n'arrivera plus. Et après, même quand tu rétablis tous ces points, tu peux encore perdre. Tu peux toujours tomber contre meilleur que toi. C'est le but du jeu. Mais je pense que c'est avec des belles défaites qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Et aujourd'hui, c'est ce que... Quand je parle à mes élèves, quand je leur dis fais pas ci, fais pas ça, c'est parce que je l'ai vécu. Et c'est parce que je veux leur éviter de prendre le mauvais chemin. C'est pour ça que je leur dis fais-moi confiance. Comme on dit, là où tu allais, je revenais. Et je pense que je sais un peu de quoi je parle. Justement, on reviendra sur cette grosse expérience que tu as, parce qu'effectivement, pour moi, ça fait la différence. On en reparlera. Mais là, dans ta carrière, il y a eu une grosse fracture au tibia. Ouais, entre autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, tu fais un gros comeback en 2015.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette fracture au tibia? Parce que les sports de combat, surtout debout, pour ceux qui ne le savent pas, on défend avec les tibias, on tape avec les tibias. Le tibia et les jambes sont très sollicités. Et là, toi, tu te fractures Alors, le outil, quoi. c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé là. Parce que la semaine avant que je me casse le tibia, il y a Anderson Silva qui s'est pété le tibia à l'UFC et Tyrone Spong, un grand combattant. Et je l'ai rêvé. Toute la semaine, je l'ai rêvé. Et donc, ce jour-là, je boxais un Hollandais, Marco Piquet, quelqu'un de renommé que je voulais absolument boxer. C'était une belle soirée, c'était une grosse soirée. À ce moment-là, j'étais vraiment fort. J'étais vraiment à mon prime, j'étais bien préparé, j'étais super confiant. J'ai commencé le combat fort comme à mon habitude. Je lui ai mis un gros low kick, il a mis le genou et tibia, il s'est pété en deux. Il s'est pété en deux, mais quand j'ai reposé l'appui, j'ai réussi à me rattraper sur l'autre jambe. Donc du coup, ma jambe ne s'est pas pliée. Donc tibia cassé en deux. Je suis allé à l'hôpital. Donc on me dit on va t'opérer le lendemain. Finalement, le lendemain, on me dit la fracture, elle n'est pas déplacée. J'avais la jambe plâtrée. Et je me rappelle, ma femme, elle était à côté de moi. Je m'étais pas encore fait plâtrer la jambe. J'avais un calendrier devant moi. Et je regardais temps de consolidation. À partir de telle et telle semaine, je peux pouvoir marcher. Là, je vais pouvoir commencer l'anglaise. Là, je vais pouvoir commencer le vélo. Là, je vais pouvoir commencer le tapis. C'est-à-dire, j'étais pas encore plâtré. Tu reprogrammes déjà clairement. ton retour, ta convalescence après une fracture du tibia. Grave, parce que d'autant plus que je voyais des commentaires sur les réseaux où on me disait que j'étais fini. Et tu sais quoi, ça c'est vraiment le truc qu'il faut pas me dire. Moi, j'ai pas besoin, tu me dis t'es fini, mais tu vas me donner puissance 1000. J'ai jamais eu besoin de personne pour me réveiller le matin, pour aller faire du sparring, pour avoir le goût du sang dans la bouche. Donc tes commentaires, franchement, ça me passe au-dessus. Et je pensais juste déjà à fermer la bouche aux gens. Ah ouais, là c'est revanchard, tu reviens. Tu reviens en 2015. Quel type de mentalité il faut avoir pour faire ça? Parce que franchement, fracture du tibia, dans les sports de combat, ou quand tu vas retourner, il y en a pas mal. Je pense à Chris Weidman, je crois, qui s'était explosé le tibia ou la cheville, je sais plus. Le gars a eu énormément de mal à revenir. Finalement, il n'est jamais revenu. Après avoir mis KO Anderson Silva, derrière il se pète ça, mais il revient jamais. Et même Khabib le disait dans beaucoup d'interviews, un mec qui se prend un gros KO, un mec qui a une grosse blessure, c'est très très difficile de revenir. Et pourtant, tu as réussi quand même à revenir en 2015, à faire un retour. Je pense que c'est vraiment propre à chaque personne. Grâce à Dieu, j'ai jamais pris de KO, donc je pourrais pas te dire comment je serais revenu. Très probablement beaucoup plus dur. Écoute, c'est simple. Moi, je faisais des contrôles réguliers. Du moment qu'au scanner, on m'a dit ton tibia, il est validé, pour moi, c'était bon. Et je sais qu'une fois que tu as une fracture, le cale osseux, il se fait autour, c'est plus solide qu'avant. J'ai vraiment eu aucun problème à revenir. Suite à mon retour, donc j'ai fait je voulais faire mon dernier combat face au Thaïlandais Armin. Ah, pour la petite histoire, je défendais mon titre mondial le WKN. Donc on m'a proposé 2-3 challengers, un Argentin, un autre, je sais plus d'où il venait. Et j'ai dit au patron de la WKN, eux, ils vont venir, ils vont faire max 2-3 rounds avec moi. Je veux pas ce type de combat. C'était trop facile pour toi? C'était pas trop facile, mais j'étais salement déterminé. Et je savais que face à ma détermination, ça tiendrait pas. Et il y avait le Thaïlandais Armin qui tournait en Europe, qui était à ce moment-là invaincu, il a mis tout le monde KO. Et je lui ai dit, je veux que tu me mettes lui. Il me dit, je comprends pas ton choix. On va pas te mettre une crevette, mais pourquoi lui? Je dis, parce que, quitte à perdre, au moins je perds contre un bon blaze et merci, au revoir, ma carrière elle est finie. Donc voilà, donc c'était vraiment une motivation personnelle et me mettre encore une étape au-dessus. Et alors, comment ça s'est passé ce combat? J'ai gagné le combat. T'as gagné le combat? Ouais. Et là, c'est là où tu te dis, faut mieux que j'arrête là. Qu'est-ce qui te fait arrêter? En fait, je voulais arrêter, je voulais prendre mes micros, mais des potes à moi présents, ils m'ont arraché le micro. Donc derrière, il y a Canal+, ils m'ont fait signer 3 combats d'affilée je crois que je les ai fait en 4 mois. Okay. Et puis j'ai arrêté là-dessus tranquille. À la base, j'ai arrêté là-dessus, j'étais à mon prime. Très sincèrement, j'étais vraiment au top de ma forme, 34 ans. Il y en a, ils pensent que tu peux être sur la descente. Moi, il y a eu l'expérience qui joue dessus. Mais en plus de ça, le fait que j'étais sérieux. J'étais tout le temps sérieux. Je dirais même encore plus sérieux à la fin que pendant ma carrière. Parce que je savais que c'était mes derniers rounds, tu vois. Donc je négligeais rien. Préparation physique, alimentation, tout. J'étais carré dans tout. T'avais besoin de rien me dire. J'étais réglé comme une horloge. J'ai fait mes derniers combats. Je les ai gagnés. À la base, j'ai arrêté pour plus m'occuper de mes enfants, de ma famille. À ce moment-là, j'avais Akram il était petit. Je me suis dit, hop, vas-y, on va lui donner un petit coup de pouce. Si ça se trouve, il va faire une petite carrière. En fait, je m'attendais pas à ce que tout ça se passe comme ça. Et dans l'engouement. Donc, j'arrête mes fights. Akram, il grandit, il commence à faire son chemin. Il y a Christopher, il y a d'autres qui se sont greffés. Et au final, je me suis retrouvé dans un engrenage qui était encore pire, mais grâce à Dieu, je fais ce que j'aime. Mais toi, en tant qu'athlète, t'étais content d'arrêter ou tu t'es arrêté un peu par défaut? J'ai pris la décision d'arrêter. Okay. Content, on n'est jamais vraiment content.
parce que j'étais vraiment bien. Mais je me suis dit, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire. T'as pas fait le tour, parce que dans une carrière, tu fais jamais vraiment le tour, tu vois. Il y a plein de gars que j'aurais voulu boxer, je les ai pas boxés, ça s'est pas fait. Ouais. Moi, j'avais pas de manager, j'avais pas de staff, j'avais rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je me suis démerdé pour le faire et voilà, je me suis dit, hop, vas-y, c'est pas la peine que quand tu commences à être sur des défaites, faut pas arrêter à ce moment-là. Donc, j'ai arrêté. Ma femme, ce soir-là, je me rappelle, c'était à la Vendoux. Après, on est tous allés manger ensemble avec des amis. Et elle regardait tout le monde et elle disait, lui, dans un mois, il a une proposition, il va boxer. Mais en fait, je suis resté ferme sur ma décision. Je dis stop, c'est fini. Ça t'a pas fait mal au cœur d'arrêter? Grave. Ça t'a pas frustré? Grave. Si, ça t'a frustré quand même. Grave. Voilà. Je l'ai regretté 100 000 fois. Plein de fois, j'ai voulu faire mon retour. Après, je me suis dit, c'est quoi, ça vaut pas le reste tranquille. Ben, ça vaut pas le coup, ça. Je sais pas ce que j'aurais fait derrière, mais Ouais. voilà, c'est comme ça, c'est mon choix. Le fait que tu puisses être entraîneur ou avoir des jeunes comme Akram ou autres qui arrivaient, peut-être C'est en grosse partie grâce à eux que j'ai. Enfin, grâce à eux. Grâce ou à cause. à cause De eux que j'ai arrêté, tu vois, parce que voilà, je voulais leur donner mon temps. Je te dis, ça se passait bien. Je me suis dit, tu sais quoi, tous ces jeunes-là, je vais leur donner ce que moi, j'ai pas eu. Je vais leur éviter de faire tel type d'entraînement, commencer par celui-là et être directement gagner 10 fois plus de temps que moi. T'as des regrets de ta carrière, de ce que t'as pas pu faire ou Bien sûr. des choses que t'as Tout le temps, je te dis, tu fais jamais le tour d'une carrière. Après, on aurait toujours voulu faire plus. On va dire que j'ai fait ce que j'ai fait avec les moyens que j'avais. Voilà. T'aurais aimé faire mieux? Bien sûr. Tout le temps. Moi, je suis un homme de défi. T'as pas eu de proposition d'ici, franchement, 2014-2015, il y a le MMA qui était un peu à l'international. Bah si, pas en j'ai eu des France, propositions, mais vers la fin, le Glory, à un moment, ça voulait me faire signer, mais après, ils m'ont dit 34 ans, on va plus signer. Il y a eu plein d'opportunités. Quand j'ai arrêté, tout le monde m'a écrit pour que je boxe. C'est vrai? Ouais, grave. J'ai eu plein de propositions, plein de trucs et tout. Et même, je vais te dire, en parlant du One, quand j'ai arrêté, donc j'ai arrêté en 2016, il me semble, on m'a appelé, on m'a dit, Steve, il y a bientôt, dans quelques temps, il y a un gros tournoi qui va commencer en Thaïlande, des combats de Muay avec des gants de MMA. Donc, tu vois, on m'a parlé de ça il y a bien longtemps. Et moi, j'ai dit, et Sami Sana devait introduire ce tournoi. Donc, il l'a introduit d'ailleurs. Donc, c'était le One. Et on m'en a parlé, voilà, il y a 10 piges. Et moi, je dis, ciao, c'est finito. Non, c'est plus le moment. Voilà, c'est plus le moment. Ok. Effectivement, aujourd'hui, tu formes les champions de demain. C'est quoi ton approche à toi, spéciale? Parce que c'est vrai que j'ai rarement vu des personnes aussi passionnées que toi. J'ai déjà vu à l'entraînement, j'ai déjà vu vraiment transmettre, même à des débutants, à des pros, etc. Toujours avec la même passion, toujours avec la même envie. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Pourquoi tu y tiens tant? Je veux vraiment faire une passation de pouvoir. Je veux vraiment que mes élèves ils soient meilleurs que moi. Mais quand je te dis ça, c'est vraiment sincère et du fond du cœur. J'ai aucun problème d'ego, aucun problème de jalousie. Si demain un de mes gars il brille, on parle de lui et on parle pas forcément de moi, je m'en tape. Je le donne de bon cœur. De toute façon, à un moment donné, autant d'investissement, même si c'est financier, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Je te dis clairement. Si je le fais, c'est parce que je kiffe la personne, j'ai envie de lui donner. Et il y a rien d'autre qui me motive. Après j'aime prouver que je sais bien faire les choses et que la team, elle porte mon nom. Donc voilà, entre guillemets, on représente mon blaze. Donc on voit que le travail, il est bien fait. Après, c'est aussi... La boxe, c'est un sport d'ego. Tu vois, tu veux être le meilleur. Si tu veux pas être le meilleur, on va pas faire ce sport. Donc j'essaie d'être le meilleur, même en tant que coach, quoi. Tu vois. Non, forcément. Justement, tu veux être le meilleur. On parle souvent de performance, moins du côté un peu humain, de la pression mentale, etc. Comment tu gères ça? Est-ce que tu transmets ça aussi à tes élèves ou comment toi, tu as géré ça? La pression par rapport au quoi? Par rapport au sport, au combat. Les gens parlent souvent de performance, de stats. Aujourd'hui, on est vraiment dans un truc de stats. Il faut voir combien de coups il a mis au niveau du corps, au niveau de la tête, au niveau des jambes. Mais on regarde jamais la pression mentale que le mec il a, que le combattant peut avoir en tant qu'athlète, etc. Toi, tu as vécu beaucoup de hauts et de bas aussi, avec tes blessures, etc. Tu as toujours réussi à revenir. Est-ce que tu arrives à transmettre ça à tes élèves? On a vu que Akram, malheureusement, il a pris un KO assez compliqué récemment. Comment tu arrives à les faire revenir, à les remettre un peu dans un état mental positif? Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que chaque personne réagit différemment. Chaque personne a la minute de récup. Il y en a, ils ont besoin que tu leur parles calmement. Il y en a, ils ont besoin de boire beaucoup d'eau, comme Ilyes. Il y en a, ils ont besoin de prendre des tartes. Chaque personne réagit différemment. Et il faut essayer de vraiment s'adapter à chaque type de personne. Concernant Akram, ça a été un peu compliqué parce que entre le laps de temps où il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, on n'avait pas forcément eu le temps de beaucoup échanger, de beaucoup parler. On parlait, mais on parlait à distance, tu vois. Et c'est pas pareil que quand tu parles avec une personne, tu l'as en face de toi et tu vois vraiment ce qu'elle ressent. Et Akram, même si ça va pas, il me le dira pas.
Tu vois, si quelqu'un il est renfermé sur lui-même, il le dira pas. Même si ça va pas, il te le dira pas. Il est comme ça. Il est comme ça, mais en même temps, c'est un vrai guerrier, c'est un vrai soldat et je suis persuadé que ce qui est arrivé, ben, ça a été une erreur, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Et je sais qu'il reviendra plus fort. Mais t'as des gens, ben voilà, il y a des gens, moi-même dans les vestiaires, tu t'y suis avant les combats. Tu vois, t'as peur. Alors. T'as peur même pour tes élèves? Encore pire. Ouais. Là, tu me poses une question, mais je préfère 100 000 fois boxer que coacher mes élèves. C'est vrai? Mais grave. Mais moi, je vibre à travers eux, je suis en transe. C'est ça qui fait la différence. Je me Toi, sens mal. t'es vraiment passionné. C'est vrai que moi, j'imagine quelqu'un qui combat, franchement. Regarde, c'est je pas vais moi. t'expliquer. Si je réagis pas comme ça, si j'ai pas ce côté humain avec les gens là, je peux pas les coacher. Si je suis pas engagé à fond, c'est quoi, ça m'intéresse même pas. Je fais que du loisir. Et je veux que mon gars, quand il boxe, il sente que il y a son ange qui est à côté de l'épaule, tu vois. Et qui est là et qui lui donne de la force en permanence. Faut que même s'il est seul sur le ring, il sente qu'il est pas seul. Et c'est un investissement total. Et justement, c'est ce que j'ai vu la dernière fois. J'avais accompagné Ilias sur un de ses combats. Gala que t'organisais, on en parlera un petit peu après. À chaque coup, t'es chaud. À chaque coup, tu réagis comme si t'étais un mec du public. Tu réagis, etc. Et même tes combattants, ils essaient de t'écouter que toi. Ils essaient d'isoler un peu le son du public et tout, de t'écouter que toi. T'as quand même ce truc-là que pas beaucoup de gens ont. Je donne toute la force que j'ai. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ah, tu transpires autant qu'eux. Ouais, même plus peut-être. Mais c'est vraiment ma philosophie. On gagne ensemble, on perd ensemble. Si on gagne, faut comprendre pourquoi on a gagné. C'est important de savoir pourquoi tu as gagné. Beaucoup ils disent putain, pourquoi j'ai perdu, mais il faut aussi savoir pourquoi tu as gagné. Tu vois. Et c'est un travail d'équipe. Et pour moi, une victoire ou une défaite tous les week-ends, après tous les week-ends quand il y a des fights, les débuts de semaine, je fais le point. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui manquait. Et on essaie de remettre les entraînements en place et d'améliorer tout ça. Très, très clair. En parlant des galas que tu organises, tu organises le Ultimate Muay Thai à Strasbourg. On a parlé un peu de ta carrière, de ton côté coach. Là, on parle du côté organisateur. Qui est tout autre. Justement, tu fais plein de trucs, tu as plein de casquettes différentes. Pourquoi tu fais ça? Tu as déjà beaucoup de travail en tant que coach, parce que tu nous as cité beaucoup d'athlètes. Tu as beaucoup de travail en tant que papa. Tu as beaucoup de travail en tant qu'ancien athlète. Donc forcément, j'ai vu que tu faisais des coachings privés aussi. Aussi, ouais. Et là, il y a cette casquette d'organisateur. Qu'est-ce qui te pousse aussi à faire ça? Alors déjà, j'ai toujours kiffé l'organisation. Il faut savoir que la plupart des combats à Strasbourg, je les ai organisés. Donc j'organisais et je boxais. C'était hyper compliqué. On essayait de faire les choses bien, mais je les faisais pas aussi bien que je peux les faire aujourd'hui parce que maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment focus sur l'organisation et non pas sur le fait que je doive boxer. J'aime faire des belles choses. La boxe, c'est ma vie, c'est ma passion. Je suis né dedans, je baigne dedans. Je sais pas faire grand-chose d'autre que de la boxe. C'est vraiment... À la maison, on parle de boxe. Mes enfants, les deux, ils pratiquent. Ma femme, ça fait 21 ans que je suis avec elle. Pour elle, elle connaît même tous les boxeurs du monde. Tu vas lui en parler, elle connaît tout le monde. Bref, c'est dans notre ADN, c'est comme ça. Mes filles, ils pratiquent, tout le monde est à fond dedans. Et j'aime faire des belles organisations. J'aime faire des belles choses. J'aime sortir du contexte. Je veux pas me contenter de mettre un ring, 4 spots, une tireuse de bière et tapez-vous dessus. Tu vois, c'est un aspect spectacle. Ah ouais, non, pour ceux qui l'ont pas vu, attends, l'Ultimate. D'ailleurs, on peut annoncer le 22 novembre, c'est le prochain. 22 novembre 22 novembre, voilà. Incroyable. Je vais essayer d'y être. Mais franchement, le gars-là, rien à voir. Hein, genre, comme tu l'as dit, souvent, c'est quand on s'imagine des sports de combat, des trucs et tout, on s'imagine le truc dégueulasse, un ring au milieu, 2-3 chaises et tout. Ce qui se fait... Moi, je suis arrivé à cet événement-là, carré VIP, des bêtes de table et tout. Mais tu sais, je pourrais faire le même événement que je fais là, le même plateau, mais avec budget divisé par 2. Aucun souci, sauf que ça m'intéresse pas. Je veux mettre mes boxeurs en valeur, tu vois. En tout cas, c'était un magnifique Alors déjà, événement, je vais t'expliquer. Tous mes boxeurs, je les sous-paye pas, aucun. Ils prennent tous les primes, voire des fois plus que ce qu'ils prendraient dehors parce que c'est comme ça. Moi, je connais plein de boxeurs, ils boxent à domicile, mais plein. Et ils verront cette vidéo dédicace. Ils sont payés en ticket d'entrée ou en sandwich ou voilà, quand on peut le faire. On parlera du côté financier, ça c'est un gros point aussi. Mais c'est important, j'essaie de mettre bien tout le monde, de les mettre en avant à travers des vidéos, à travers des reportages. Je veux les aider que même s'ils réussissent pas dans le sport, ils dégagent une bonne image et qu'ils puissent rebondir éventuellement sur autre chose. Mais j'essaie d'être leur commercial. Ça fait beaucoup de choses que je fais. Mais justement, voilà. ça fait énormément de choses. J'essaie d'être un peu leur commercial, leur donner une bonne image et vraiment les mettre en valeur dans leur ville et en donner plein de spectacles aux gens. Mais tu as parlé du côté financier. Déjà,
des sports de combat, entre guillemets, même quand t'es pro, parfois t'es pro, t'es mal payé. C'est sous-payé, clairement. T'es sous-payé, à part les grands noms, évidemment, mais généralement, c'est mal payé. Comment tu t'en sortais avant? Comment tu t'en sors aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que coach? T'es quand même, entre guillemets, une tête d'affiche de la région, avec les combattants que t'as, en tant que pied-point, franchement, t'es vraiment en place là-dessus. Comment ça se passe, ce côté financier? Comment c'est géré? Et quel est ton rôle là-dessus? Tu as dit que tu payes très bien tes combattants, mais lors de ce gala-là, en temps normal. Alors très bien, je les paye bien. je fais le mieux qui est possible. Ouais. Mais en tout cas, je m'aligne toujours à ce qu'ils prennent en temps normal. Ok. Voilà. Faut savoir déjà que les primes, elles sont déjà un peu plus importantes maintenant qu'elles étaient à l'époque. Ouais. Moi, j'ai jamais boxé pour l'argent. Jamais. Il y a des combats où je pouvais prendre une certaine somme. Il y a des combats que, parce qu'il n'y avait pas de combat, il fallait que je reste actif. J'allais boxer pour 3 fois moins. Mais c'est quoi, ça me titillait même pas l'esprit parce que de toute façon, pour moi, la boxe, c'est un sport de défi. Et je le faisais pas pour ça. Après, l'aspect financier, forcément, on en avait besoin. Fallait bien remplir le frigo. Je boxais quand même régulièrement, mais j'ai jamais boxé pour l'argent. Genre, comme disait Steve, il y a un combat, j'ai jamais demandé combien. Je dis, ok, quand? Tu vois, il y a une différence entre c'est quand et c'est combien. Voilà. Aujourd'hui, j'essaie de traiter au mieux les bourses pour mes gars, même si en France, ça reste compliqué, mais je pense que c'est pas mal quand même comment ils s'en sortent. Et j'essaie de les manager comme il faut, j'essaie de leur faire prendre une bonne direction pour pas qu'ils fassent des combats de merde et qu'ils soient sous-payés. C'est tout un travail, mais c'est tout un travail parce que même moi, je me suis planté avant, tu vois. J'ai fait plein de combats que j'aurais pas dû faire, où j'étais payé une misère. Mais c'est pas grave. On va dire que l'expérience que j'ai emmagasinée et les erreurs que j'ai faites, eh ben, mes gars, ils le feront pas. Tant mieux. Justement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui rêvent de MMA, qui rêvent de sport de combat, qui rêvent d'en vivre, etc. Tu sais, quand on parle sport de combat, normal. On s'imagine tout de suite l'UFC, on s'imagine toujours McGregor, etc., les grosses sommes, les gros trucs. Mais il faut aussi savoir que les pros ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Et c'est pas un métier facile. Parce que je vois de plus en plus, tu sais, les clubs, etc., il y a beaucoup de gens qui essayent, qui s'y collent et tout. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir des désillusions un peu compliquées. Quelle est ta vision en tant que coach, en tant que head coach même, quand tu regardes les élèves, comment tu juges un petit peu, comment tu les conseilles? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à un gars, franchement, arrête, parce que tu fais tout, mais malheureusement, niveau argent, ça te payera pas. Il faut arrêter là. Là, c'est le moment de stopper. Bah déjà, je suis clair avec eux à ce niveau-là. Après, tu me parles d'intégrer l'UFC, des grosses orgas. Moi, la question aujourd'hui que je vais poser aux jeunes, c'est que est-ce que vous êtes au courant qu'il faut mourir pour aller au paradis? C'est-à-dire que faut te buter pour y arriver. Ça arrive pas comme ça en claquant des doigts. Et est-ce que tu es prêt à faire le nécessaire pour y arriver? Parce que ça va être très très dur. Moi, j'en ai plein des fois des gens qui viennent, qui s'inscrivent, ils me parlent de combat, ils sont pas encore inscrits. Mais vous savez pas dans quoi vous vous lancez. Après, tu peux faire du bricolage, tu peux faire du Insta, tu peux faire des snaps et tout. Moi, je te parle du vrai fight, le spirit fighting. Pour y arriver, pour arriver à haut niveau, il faut être prêt à faire des vrais sacrifices. Alors juste pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à les faire pour pas grand-chose, peut-être pour beaucoup de choses, ou peut-être même pour rien du tout? Voilà, ça c'est la première des questions à se poser. C'est pour ça que si tu commences à passer le financier avant le fighting spirit, t'es plus proche de la fin que de la ligne d'arrivée. Ah ouais, non, pour toi c'est voilà. Clair et net. Et c'est vrai que c'est un truc qui attire. Après, il faut de l'argent, il faut vivre. C'est vrai. Après, sinon, il fallait travailler à l'école ou faire du foot. Ouais. Voilà, tout simplement, tu vois. C'est vrai. Là, je rebondis tout de suite sur ta phrase que tu dis souvent. Je veux des guerriers, pas des vedettes. Ça, c'est ta phrase jusqu'à là. J'ai juste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, au quotidien, dans un entraînement, ou même sur le ring pour tes athlètes pro? Je gère un gros groupe où il y a du champion tel qu'Akram, tel qu'on connaît, jusqu'à archi débutant. Déjà, tout le monde doit être traité à la même éloge. C'est-à-dire, tout le monde doit être à l'heure. Ok, quelqu'un qui est à haut niveau, il se doit d'être l'exemple. Donc pour moi, je supporte pas les gens qui arrivent en retard. Donc on rentre dans le phénomène vedette. Alors, ils le font peut-être pas exprès et tout, mais à un moment donné, comment un débutant tu veux l'engueuler si un de tes pros, il arrive en retard? Tu vois, c'est pas possible. Donc tout le monde est traité dans le même sac. Moi, à l'époque, mais je sais pas, ça n'existe pas pour moi d'arriver en retard, par exemple, à l'entraînement. C'est inconcevable. Quand je venais m'entraîner de Strasbourg jusqu'en Suisse, je prenais le train pour venir m'entraîner. Je suis déjà arrivé en retard aux entraînements, je sais pas, au Balisha, il m'a renvoyé à la maison. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai fermé ma gueule. Parce que j'étais en tort, en fait. Et voilà, pas de vedette. Je veux que le comporte. Je pense être un entraîneur dur à l'entraînement. Dur pour ton bien. Mais je sais de quoi je te parle, je sais vers où je t'emmène. Je sais que c'est un sport, si t'es pas systématiquement dans le rouge,
tu n'y arriveras pas. Et pas que seulement au niveau du physique, mais au niveau du psychologique. Nous, on est un sport où on doit être paré à faire la guerre tout le temps, à n'importe quel moment. Tu vois, on est en permanence sous grenade. Donc, voilà, soldat. Si t'es pas un soldat dans ta tête, après, tu peux venir en faire en loisir, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à dégager un truc que même mes loisirs, on a tous ce fighting spirit et tout le monde est là pour faire monter tout le monde. Ça, c'est ça ce qui est beau et intéressant. Mais t'as dit sur Instagram que t'étais la locomotive. Ouais. Si jamais t'arrêtes de... Je sais plus ce que c'était la phrase. Bah, si j'arrête, bah, c'est le train qui coule, qui tombe, quoi. Donc aujourd'hui, tout le club, entre guillemets, compte sur toi pour être cette C'est moi qui fais la locomotive, pluie au beau pour temps. essayer Tu vois, je suis là, si j'arrive, je suis pas de bonne humeur ou je n'ai pas envie de faire l'entraînement, ben, le groupe il va le ressentir. Et moi, j'ai pas envie que tu viennes à un de mes entraînements et que tu kiffes pas. Ou... Moi, il y a une satisfaction des fois après les entraînements. C'est des gens, même lambda, ils m'écrivent merci pour le training, c'était tueur. Genre des gens, je porte même pas vraiment attention à eux, tu vois. Mais j'aime ce que je fais, j'aime vraiment ce que je fais. Et même un débutant, je veux qu'il devienne bon, qu'il progresse vite. Donc je suis là, je donne vraiment de la force à tout le monde. Et Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, bah, tout ça, ça a changé par rapport à quand toi tu boxais? Bah, Les clairement. entraînements, cette histoire de vedette et tout. C'est une autre époque, c'est différent. Il y a plus de facilité aujourd'hui. On s'entraîne moins dur qu'à l'ancienne. On a avancé avec le temps. Après, il y en a avec qui ça se passe très bien, il y en a avec qui ça se passe un petit peu moins bien. Mais on va dire qu'on a avancé avec le temps. Et je sais que certaines jeunes d'aujourd'hui, je pourrais pas leur demander de faire ce que moi je faisais parce que la génération, elle est comme ça. Donc on adapte, mais au final, ça se passe pas trop mal. Franchement, ta mentalité de ce que tu me dis, elle ressemble plus aux Dagestanais, comme on dit à l'UFC et tout, parce que c'est des gars quand ils s'entraînent, c'est le respect de l'ancien, le truc. Clairement. On s'entraîne différemment. Tu peux être Khabib, Islam Makhachev, etc. Ils s'entraînent comme à l'ancienne. Et ils le disent à chaque fois que bah, si t'es pas prêt, matin, midi, soir, à t'entraîner, etc., lâche l'affaire. Moi, il y a un truc qui est simple. Je veux pas devoir perdre. Si tu perds, je perds et je déteste perdre. Donc voilà, affaire réglée. Si tu veux t'engager, si tu veux fighter, tu me dis Steve, je suis chaud. Moi, plus tu vas me donner, plus je vais te donner en retour. Si t'es là, tu me montres ta volonté, ton envie, je vais tout te donner. Je vais te donner mes tripes, je vais te donner mon cœur, mais on ira au bout de l'histoire ensemble, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça t'est arrivé de concrètement dégager un combattant parce qu'il n'était pas dans ton esprit à toi Ouais, et bien sûr. de dire bah stop, tu sais quoi, j'arrête. Ouais, bien sûr. Même qu'il était bon ou pas bon, je m'en tape de ça. Moi, c'est les valeurs humaines avant tout. Tu vois, franchement, tu peux être super fort, mais si t'es super con, tu dégages. Je pas envie de passer de temps avec toi. Tu vas pourrir le groupe, tu vas mettre une mauvaise ambiance ou tu vas habituer les gens, tu vas les tirer vers le bas. Merci, au revoir. Moi, tu vois, les années sont passées, j'ai envie de vivre heureux et être heureux dans ce que je fais. Je veux pas que ma passion, ça devienne un dégoût. Tu vois, j'ai déjà frisé cette phase-là. Et c'est dommage parce que la boxe, c'est vraiment tout ce que j'ai dans la vie. Et du moment donné que je frise ça, ben, je fais le point, je réfléchis et je fais le ménage. À la base, t'es venu me voir pourquoi? T'es venu me voir parce que t'as besoin de moi, parce que tu veux passer un certain stade. Après, tu peux boxer dans un gymnase pété où il y a 200 personnes toute ta vie. Ou on peut faire mieux. À toi de voir. C'est très clair. C'est radical. C'est radical, mais c'est bien. Au moins, on sait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, comment tu gères un peu cette histoire de... Tu sais, il y a des gens, ils vont voir des fois des entraîneurs, ils montent, et après, ils quittent le bateau pour aller voir plus grand. Est-ce que ça te saoule, ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? J'avais déjà posé la question à Elias à un moment donné, ou si un jour on lui dit, tu viens au Glory, tu viens au One, etc., mais ça y est, Steve, faut arrêter. Il m'avait dit, non, jamais de la vie, j'arrête pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, ça te saoulerait qu'un de tes combattants, que ce soit Akram, Ilias ou peu importe, te dise, bah écoute, merci beaucoup, Steve, mais aujourd'hui, voilà, ils m'ont proposé ça, je sais pas, je dis n'importe quoi, Fernand Lopez m'a proposé quelque chose, j'y vais parce qu'il va m'ouvrir les portes de l'ARS, de l'UFC, etc. Est-ce que ça te saoulerait ou est-ce que comment tu prendrais ça en tant qu'entraîneur? Alors, me saoulerait, non. Me rendrait triste, oui. Et après, tu vois, un coach, enfin moi, je vais pas parler des autres coachs, je sais pas trop comment ça se passe ailleurs. Moi, quand je te donne ma vie. Donc, tu peux aller signer avec quelqu'un d'autre. Tu peux partir, il n'y a pas de problème. Je sais déjà que ta carrière elle est finie. Parce qu'il n'y a personne qui va s'investir comme moi je l'aurais fait. Tu vois, quand tu as dormi dans le même lit que quelqu'un, quand tu as fait le tour du monde avec, quand tu as vécu avec, quand tu as élevé les personnes, c'est un investissement. Un mec qui arrive là comme ça. Parce que une fois que tu commences à briller, là, il y a plein, ils veulent devenir ton manager, ils veulent être tes potes, ils veulent s'occuper de toi. Mais il y a qui au début? Voilà. Et souvent, des fois, après, il y en a, ils regardent autour, ils ne voient plus personne, à part celui qui était là au début. Sauf qu'après, c'est merci, au revoir. Mais il y a peut-être des talents, etc., des jeunes qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire,
franchement, je suis bien, j'ai du talent. Mais est-ce que si je vais chez Steve, est-ce qu'il va, lui, pouvoir me ramener dans dans des grosses organisations? Est-ce qu'il va faire... Le travail sera là, comme tu as dit, tu es passionné, tu es bon dans ce que tu fais. Mais est-ce qu'il va se dire, est-ce que là, je sais pas, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, est-ce que si je vais chez Steve, dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, est-ce qu'il va pouvoir m'amener à l'UFC? Est-ce qu'il va pouvoir m'amener à la RES? Je sais pas, je dis n'importe quelle Glory, etc. Est-ce qu'il va pouvoir m'amener là? T'as réussi avec Akram? Parce qu'Akram, il est quand même au One. Ah, mais en plus, il n'y a pas qu'Akram. Ouais. Bien sûr qu'il va réussir, Steve. Mais ça dépend pas de Steve, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Moi, je ferai ce qu'il faut faire pour toi du moment que je vois que tu es un vrai bonhomme avec des vraies valeurs. Du moment que je verrai ça, il n'y a pas de problème, on fera le chemin. Les contacts, les ouvertures, l'entraînement, on sait le faire. Mais ça dépendra pas de moi, ça dépendra de toi. Non, mais en tout cas, tu es capable. Aujourd'hui, Steve est capable de. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi, tu es capable? Ouais. Voilà, c'est tout. Mais parce que je disais, je te posais la question, parce que sur les médias, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui jouent. Tu sais, quand tu as un gros compte Instagram, limite, parfois, on te valorise plus qu'un combattant meilleur, peut-être. Bien sûr, dans les clairement. stades, sur le papier, etc. Il y a d'autres qui font des parcours un petit peu plus arrangés. Je pense notamment parfois là, en boxe anglaise, etc., où tu vois des gens combattre que des... C'est le boxing business. Ouais. Ça fait partie de la boxe. Un manager qui est intelligent, il va préférer une voie, une certaine... Alors, je te dis pas de faire une carrière arrangée, mais il y a des combats qui sont plus intéressants à faire que d'autres. C'est comme ça. Quelqu'un qui procède pas comme ça, c'est quelqu'un qui est pas intelligent. Tu sais, moi, j'aide beaucoup mes combattants. Si je peux les aider, leur trouver des partenaires, les aider... ma femme, elle le sait. Je lui dis pas tout, mais elle est pas con. De ce que j'ai déjà mis, moi, de ma poche, pour des combattants, ça rentabilisera jamais les 20% de merde que je vais prendre sur leur prime. Clairement. Le petit pourcentage, là, qu'on va dire, c'est juste pour me soulager la conscience. Ouais. Mais c'est rien. Ça vaut pas mon investissement, tu vois. Et moi, si je peux te donner de la force, je te le donnerai toujours. Après, en vrai de vrai, moi, mon job, c'est de t'entraîner et de te faire gagner tes combats. Tout le reste que je fais autour, c'est juste bénéf. Hein. C'est juste, je te le fais de bon cœur. Je suis pas obligé de le faire. Mais je le fais parce que je sais que la boxe, c'est dur. Tu peux peut-être pas forcément en vivre. Donc, je vais te donner plein de clés, plein de trucs. Je vais t'aider au max. Si je peux trouver un job, je vais le faire. Je peux trouver ça, je vais le faire. Mais je vais pas le faire. Mais je le fais. Ça, voilà. Pour le côté financier, aujourd'hui, tu es entraîneur. On sait qu'aujourd'hui, que ce soit coach en salle, que ce soit coach dans n'importe quel truc sportif, c'est dur. On n'arrive pas forcément à en vivre. Est-ce que toi, tu as envie? Est-ce que tu travailles à côté? Comment ça se passe un peu pour ceux qui veulent devenir, par exemple, entraîneur de pied-point? Ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire, franchement, s'ils gagnent rien, je vais pas faire ça. Hein. Donc, tu l'as dit. J'ai surtout gagné le respect des gens. Et en restant correct avec les gens, et en les respectant et en faisant du bon travail, j'ai fidélisé. Tu sais, moi, aujourd'hui, mon réseau, mes partenaires, tout ce que je fais, ça m'a coûté une carrière. Ça m'a coûté 25 ans. Donc toi, tu arrives au bout d'un an, tu veux que je te donne tout, c'est pas possible. Moi, ça m'a coûté 25 ans. J'ai rien profité de ce que je faisais. Pendant que je boxais, je prenais mes primes, j'ai vécu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va, ça se passe bien pour moi. Je fais beaucoup de coaching privé. Je fais que ça. Okay. Je travaille. Non, je mais fais pas des coaching privés. Non, je travaille, t'as pas de taf alimentaire à côté. Voilà. Je fais que ça. Mais il suffit pas d'être bon, il suffit d'être pédagogue et surtout d'être humain. Si, être bon aussi quand même. Mais non, ça va. Grâce à Dieu, ça se passe bien pour moi. Mais encore une fois, quand tu parles à quelqu'un, il faut pas... Tu vois, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise en termes de coaching privé, beaucoup de gens qui sont aisés dans la vie. Mais quand j'ai parlé à travers eux, je les ai jamais vus comme un billet de banque. Genre, si je vais t'appeler frérot ou si je vais dire t'es mon ami, t'es mon frérot et t'es mon ami. Et je pense que quand les gens ils le ressentent comme ça, on fait des choses à long terme ensemble. J'allais en parler de ça. En plus, c'est sincère quand je le dis, tu vois. Il y a des pros que tu as, il y a aussi des amateurs, des gens vraiment, comme tu as dit, des initiés qui viennent combattre chez toi, dans ton club. Parlons un petit peu du côté coaching privé. Ouais. Aujourd'hui, moi, par exemple, si j'ai envie d'apprendre la boxe ou si j'ai des petites bases, mais que j'ai envie de perfectionner, on peut le faire avec toi? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr, on peut le faire avec moi. J'essaie de me caler par rapport à quel fighter je dois entraîner le matin, les cours collectifs du midi, les cours collectifs du soir. Moi, c'est mon job, donc avec plaisir. Je suis toujours là pour la retransmission. Mais comment tu fais pour prendre des débutants? Par exemple, je t'ai vu, tu avais un consultant, je crois, en coaching privé. Ouais. Des gens qui n'ont aucun niveau, mais tu es tout aussi passionné. Et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que coach privé? Qu'est-ce que tu leur apprends? Parce que tu ne vas pas leur apprendre à boxer déjà, les gens à la base, je leur demande pourquoi tu viens me voir. Il y en a, ils veulent juste se défouler. Il y en a, ils veulent apprendre techniquement. Déjà, par rapport à ça, ça me donne une base solide de savoir vers où on va. On perd pas de temps. Après, franchement, j'ai vraiment la retransmission facile et je pense que quelqu'un qui sait rien faire de ses 10 doigts au niveau de la boxe, je pense qu'il va vite apprendre avec moi. Je sais pas faire grand chose dans la vie, mais ça, je sais bien le faire. Donc, voilà, on va dire c'est mon truc, quoi.
Peut-être qu'à la caméra, on voit pas, je regarde, mais physiquement, tu es impressionnant. Pour quelqu'un qui a 43 ans, c'est vraiment incroyable. J'ai déjà vu des coachs qui sont coachs aussi, mais ils n'ont pas du tout ton physique. Est-ce que pour toi, c'est important d'arborer un petit peu un physique, entre guillemets, impressionnant, athlétique, pour être pris au sérieux? Moi, je le fais pour moi, pour ma détermination personnelle. Moi, le matin, je me lève, je prends mon petit déj, je vais m'entraîner. C'est comme ça tous les jours. Que j'ai envie ou que j'ai pas envie, je le fais. Toi, c'est dans mon ADN, c'est comme ça. Je m'entraîne tous les jours et après, ma journée, elle commence. Et puis, après, c'est resté ancré, en fait, dans ma manière d'être sportif de haut niveau. Je fais gaffe à mon alimentation, ce que je mange, ce que je bois. J'essaie de me coucher tôt. Je m'entraîne tous les jours, régulièrement. Je sais pas, pour moi, c'est normal. C'est pas pour paraître beau. Je le fais parce que j'aime ça. J'aime être performant. Toi, je me sens performant, je me sens fort quand je suis comme ça. Donc, je le fais. Et tu peux transmettre sans être ouais, bien sûr, carrément. Quoi. Ouais. Mais moi, pour j'aime toi, bien. c'est important d'être crédible, entre guillemets? Je sais même pas si c'est plus pour une crédibilité. C'est vraiment personnel. Ouais. Je sais pas, j'aime être en forme, j'aime encore ressentir ce que mes athlètes y ressentent. Tu vois, c'est facile de dire aux gens, va faire un 400 mètres à fond et moi, je l'ai fait avant eux, tu vois. Donc voilà, j'aime être en forme. Ok. Si tu devais tout arrêter, vraiment les coachings, tout, t'arrêtes tout. Est-ce que tu aurais un message à passer à ceux qui se lancent dans les sports de combat, dans le monde pro ou pas, hein, mais les sports de combat, c'est quand même autre chose par rapport aux autres sports. Est-ce que tu aurais un message à leur... un conseil peut-être? Le conseil, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, vis-le à fond. Le fais pas à moitié. T'arrêtes pas au premier obstacle. T'arrêtes pas à la défaite. La défaite, elle est constructive. Si t'as pigé, pourquoi t'as perdu? Il y en a, ils vont dire, ah, j'ai perdu parce qu'ils chaussaient du 43, moi je chausse du 41. Tu vois, t'as capté, faut pas se trouver des excuses. Vis à fond ton truc, vis-le à fond. Regarde, moi, j'ai trouvé la femme qui me correspond aujourd'hui parce qu'elle m'a pris tel que je suis. Si elle m'aurait pas pris avec ma passion, ça aurait pas ce match entre nous. Aujourd'hui, ma vie, grâce à Dieu, je le remercie. Ça se passe bien parce que mon entourage, c'est que ça, c'est que du sport. Et j'ai toujours j'ai toujours cru en mes rêves. J'ai pas réussi à faire ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai toujours tout mis de mon côté pour réussir. Avec une victoire au bout ou un échec au bout. Mais croire en ses rêves, arriver et aller jusqu'au bout des choses, c'est tout. C'est dur, mais dans la vie, il faut toujours choisir le côté le plus difficile si tu veux réussir. Parfaitement clair. Dans les prochaines questions, il faut répondre par oui ou par non. On va finir avec ça. Si jamais je te demande de développer, il faut que tu développes. Parce qu'il y en a qui sont intéressantes. Est-ce que tu as déjà regretté d'être monté sur le ring pour un combat précis? Non. Non. As-tu déjà accepté un combat en sachant que tu n'étais pas à 100% prêt? Oui. Est-ce que tu penses que certains titres sont surévalués aujourd'hui? Bien sûr. Lesquels? Alors, plus à mon époque. Un peu plus à mon époque où ça a un peu trop de fédés et tout. Et je le dis, je les ai gagnés, je les ai faits. Mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est pas le titre, c'est la victoire, tu vois. Je citerai pas de nom de fédération, mais je dirais qu'un mec qui reste sur 10 défaites, si on lui donne une opportunité mondiale et qui gagne, je trouve qu'il y a un petit problème. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Ok. Est-ce que tu as déjà vu un arbitre clairement avantager un adversaire? Grave. Mais j'ai vécu des trucs de fou. Pour la petite histoire, je suis allé faire un championnat d'Europe en Allemagne. J'arrive le premier à la peser, je vois qu'il avait déjà marqué le poids de mon adversaire alors qu'il n'était pas encore là. Bref, c'était un combat en mouet, tout le fight. Je le clinch, le mec, on me dit non, no Muay Thai K1, no Muay Thai K1. Je le tape 5 rounds, on me met un extra round. Je crois que je suis le seul gars au monde à avoir fait un 6x3. Ah ouais? Je sais pas si ça existe. Franchement, Bref. c'est du jamais vu normalement. J'ai jamais vu. 6e round, je le termine comme il faut, je gagne le fight. À la fin du fight, il y a marqué European Muay Thai Champion. J'ai dit K1 ou Muay Thai? Ils me disent non, Muay Thai. Mais ça, c'est des trucs comme ça, j'en ai vécu plein. Voilà, ça c'était pour... parce que sinon, à fond. Est-ce que tu penses qu'il y a du favoritisme dans les sélections pour les grandes compétitions? Oui, bien sûr. Je pense, ouais. Quoi comme compétition? Je dirais peut-être pour intégrer les équipes de France ou pour les compétitions internationales. Ok. Copinage, ça sert toujours, hein. Comme à la FIFA. Ça sert toujours. Est-ce que tu as déjà conseillé à un de tes élèves de refuser un combat pour des raisons hors sport? Oui, bien sûr. Quoi comme raison? Bien. Parce que peut-être familialement, il allait pas trop bien. Donc, faut savoir que moi, je veux le bien de mes élèves. Et il y a des choix, des fois, qui ont été faits où les personnes y sont quand même allées et tout. Moi, je le sais quand ça va bien. Un combattant, pour qu'il soit performant, il doit être bien dans la tête. À tous les niveaux. C'est-à-dire, tous les curseurs, ils doivent être au maximum. S'il y en a un qui est plus ou moins en bas, c'est pas bon. Donc, je sais que quand t'as pas la tête qui est à 100%, ben, vaut mieux éviter certains fights. Après, moi, quand je le dis, c'est toujours en bienveillance, tu vois. Parce que je l'ai vécu avant. Exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir honte du comportement d'un de tes élèves en compétition? Ouais, bien sûr.
Il a fait quoi? On va pas le citer, mais. Non, ce sera pas non. Mauvais comportement, qui hurle un petit peu trop. J'aime pas quand ça se pointe pas au poids, à la pesée. Parce que le truc, c'est que tu représentes une team, tu représentes un nom. Donc quand t'arrives, t'es pas au poids, c'est pas forcément le boxeur qu'on va taper sur les doigts, c'est à moi. Vu que moi, j'ai dit au gars, t'inquiète, il arrivera, il est au poids. Ça, c'est des trucs, voilà. Et puis après, voilà, je prône toujours un bon comportement et le fair play, c'est important. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir un champion sans prendre de risques inconsidérés pour sa santé? Impossible. T'en as pris? Des risques, ça veut dire quoi? Pour ta santé. Est-ce que tu sais que voilà, là, ce combat-là, peut-être que ça va te faire mal, le combattant est très dur en face, mais tu vas quand même. Du moment que tu. Moi, des fois, je dis à mes gars dans les vestiaires, sache que la prochaine demi-heure, elle va être merdique dans ta vie. Ça peut très bien se passer comme mal se passer. Mais du moment que tu as prévu que t'es cautionné de ton cerveau que ça risque de mal se passer, c'est comme ça. On fait pas du foot, hein. C'est clair. Est-ce que tu as déjà été approché pour truquer ou arranger un combat? Non, jamais. Jamais? Ça, c'est des. Il y a souvent des trucs comme ça qui se disent. Après, moi, je pense que nous, on est vraiment dans un sport où tu vas pas t'entraîner matin et soir pour te coucher, tu vois. Alors, c'est pas, sinon, c'est on va pas pas en France, t'entraîner, tu vois. peut-être, mais Youssef Bouganem, il l'avait dit. Alors, j'ai déjà Thaïlande. assisté à des scènes Ok. à l'étranger Ouais. où ils ont proposé à un mec de se coucher, tu vois. J'ai déjà vu ça en live, ouais. Ouais. Non, même Youssef Bouganem, il avait dit que ça lui arrivait à certains combats où son coach, il pariait contre lui pour des combats en Après, Thaïlande. la Thaïlande, ça reste encore un autre Ouais, monde, voilà. tu vois, C'est un autre- mais ça m'étonne pas du tout. C'est un autre bail. Est-ce que tu penses que la notoriété sur les réseaux sociaux compte plus que le palmarès aujourd'hui? Ouais, j'en connais plein des gars, c'est des fatigués et ils ont une grosse notoriété. Ah ouais, sur les Après, réseaux, ça passe. un jour ou l'autre, tu tombes sur un os et le divin, il refait bien les choses. Exactement. Est-ce que tu as déjà été tenté d'arrêter ta carrière suite à une trahison, que ce soit élève, coach ou l'entourage? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête de te marquer autant? J'ai déjà été tenté d'arrêter de travailler avec des gens, mais d'arrêter ma carrière, non. Ça a été des grosses remises en question, ça a été souvent des grosses déceptions, mais après je me suis dit, il y en a d'autres qui comptent sur toi, Steve, donc on lève la tête et on avance. Est-ce que tu penses qu'il y a certains champions aujourd'hui dans les médias qui sont surestimés par les médias? Ils sont pas aussi bons, en vrai. Oui, mais j'ai quand même le respect pour toutes les personnes qui montent sur le ring, parce qu'il faut oser le faire. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui le font. Donc à un moment donné, que tu gagnes, que tu perdes, que tu sois bon ou pas bon, tu auras toujours mon respect. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de dopage dans le pied-point qu'on veut bien l'admettre? Alors je sais pas à quel niveau on l'admet ou pas. En J'ai parlant déjà, pro, j'ai déjà vu des scènes de fou. Mais ouais, je dirais que oui. Je dirais que ouais. il y en a. Parce que la problématique, c'est que il y a les réseaux, il y a tout est facile, tout est ouvert, ça parle de tout. Donc à un moment donné, je pense que les gars, ils veulent voir s'ils peuvent être plus performants ou pas, tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai vu récemment. Il y avait un truc. Je pense. Apparemment, dans des compétitions de jiu-jitsu brésilien, il y avait plus de dopés suite à un test dans les débutants Ah ouais. que dans les confirmés. Mais ça m'étonne pas parce que souvent les débutants, ils lisent des fois des légendes urbaines, ils se disent ouais, lui il fait ça, lui il fait ça. Alors que c'est pas vrai, alors que le gars juste il bosse, c'est tout, tu vois. Mais ils vont choisir la facilité. Mais voilà, mais encore une fois, t'es plus proche de la fin que de la ligne d'arrivée. Ouais, t'as raison. Est-ce que t'as déjà été obligé de choisir un jour entre l'intérêt d'un élève ou celui de l'équipe? Bonne question. Je primerai toujours pour l'équipe. Ouais, toujours. C'est important. C'est important parce que du moment que tu t'es que focus sur un et tu prends des décisions que pour un, ça va mettre une mauvaise ambiance. Et aujourd'hui, on monte en famille. C'est soit on monte tous, soit on monte pas. Maintenant, je vois les choses comme ça. Tu prônes toujours cette vision un peu guerrier et tout dans le sport. Est-ce que tu penses qu'un vrai guerrier a davantage de valeur qu'un athlète stratège? Quand j'ai un athlète stratège, tu sais, c'est comme les gars qui évitent certains combats, qui évitent certaines têtes pour éviter de tomber sur un os. On va dire que dans les deux cas, il y a quand même de l'intelligence, tu vois. Il y en a, ils vont faire des carrières peut-être un peu plus faciles, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas bons. Peut-être qu'ils manquent juste de confiance en eux. Après, guerrier et soldat, c'est bien, mais faut pas être un guerrier abruti non plus, tu vois. Faut pas aller prendre des fights n'importe quoi juste pour te prouver l'ego. À un moment donné, on est quand même dans un jeu d'échecs et il faut faire les choses bien et stratégiquement, tu vois. Donc, dans le bien de tout le monde, moi, tout ce que je retiens maintenant, ma carrière elle est finie, c'est que moins t'as pris de coups, mieux c'est. Bah justement, Voilà. là, il y a un truc qui venait en tête, c'est Benoît Saint-Denis, Ouais. qui était toujours dans ce truc de guerrier, machin. Et malheureusement, pour lui, il y a plusieurs combats qui sont mal passés parce qu'il n'a pas écouté le game plan, il n'a pas écouté
les coachs, machin. Et ça coûte cher quand même à l'UFC, parce qu'il était peut-être top 3, top 4. Il a fini, je crois, top 15 à un moment. Mais au-delà de l'UFC, ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives à 40 piges, tu commences pas à parler aux oiseaux, tu vois. Si tu commences à parler aux arbres, c'est qu'il y a un problème. Donc la santé avant tout, tu vois. Ouais, ok. Est-ce que tu as déjà eu peur qu'un combat t'abîme définitivement physiquement, parce qu'on a déjà vu des films tu sais, où les athlètes sont vraiment finis, quoi. Ah non, je suis dedans. Une fois que je suis dedans, c'est fini. Je te dis, hein, la scène avec Shimsi Bekiri, j'ai encore... c'est-à-dire, c'est arrivé au premier round, aux premiers échanges, tu vois, le nez pété. Cassé, ouais. Et laisse tomber. Mais après, j'en ai eu plein des trucs comme ça. J'ai déjà eu la mâchoire cassée en combat, tu vois. Et j'ai aussi fini le fight. Avec une mâchoire cassée? Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'à chaud, on le sent pas ou comment ça se passe? Si, je le sentais. Je savais qu'elle était pétée. J'ai juste évité d'en reprendre une par-dessus. Ah les gars, vous êtes des tarés. Est-ce que tu penses qu'il y a des organisateurs d'événements, parce que tu en organises, est-ce que tu penses qu'il y en a qui profitent des combattants? Bien sûr. Plein. Ils s'en foutent que la carrière s'arrête, ils veulent juste faire un beau fight. Et puis. Il n'y a pas tout le monde qui voit les choses comme je peux les voir humainement. Toi, c'est important. Moi, je te dis, je suis quelqu'un qui a des valeurs et après, je vais pas me vanter. Généralement, comme on dit souvent, ceux qui se vantent le plus, qui sont les pires. Après, les gens qui m'entourent et mes élèves, ils savent qui je suis. Mais bien sûr qu'il y en a plein qui profitent des combattants ou qui font miroiter des choses ou qui te disent, vas-y, là, tu boxes, je te donne 50 balles, mais t'inquiète, dans 10 ans, je te donnerai 100 balles. Il y en a plein des comme ça. Après, chacun sa conscience. Est-ce que tu y crois encore à l'avenir des sports de combat en France? Est-ce que ou t'as perdu la foi? Non, c'est finito. C'est compliqué. Déjà, la plupart des boxeurs que j'ai eu, boxe anglaise, j'ai eu, boxe thaï, j'ai eu. Là, aujourd'hui, c'est toi qui es l'invité. Franchement, pour la France, ils y croient pas. Ils préfèrent aller boxer soit en Suisse, soit aux Émirats, etc. Déjà, mais au-delà de ça, il y a pire. Il y a pire, c'est qu'à l'époque, si tu voulais prendre un peu d'argent, il fallait boxer en Europe. Maintenant, si tu veux prendre de l'argent, il faut boxer en Asie. La tendance, elle s'est inversée, mais incroyable. Il faut aller en Asie pour boxer maintenant? Ben, regarde le circuit du One. Les primes, elles sont incomparables par rapport aux primes. Jamais de l'avion va te donner ça en France. Ou en Europe. Tu vois, alors qu'à l'époque, tu allais boxer en Asie, tu boxais pour 3 francs 6 sous, tu vois. Maintenant, c'est un autre délire. La tendance, ça a totalement changé. Après, la problématique, c'est qu'en France, beaucoup en France, le sport, il est trop sous-évalué. Les médias, ils jouent pas le jeu. Ils savent pas te faire une différence. Ils savent pas te faire la différence entre un champion du monde de kickboxing ou un joueur de pétanque, tu vois. C'est ça, il en va je pense que c'est la faute aux journalistes. Les télés, ils suivent pas forcément. Tu es obligé de te faire ton propre réseau. Aujourd'hui, je suis venu partager ce moment-là avec toi. Déjà pour le travail que tu fournis et toute la bienveillance que tu fais autour et au message que tu diffuses. Mais si on fait pas ça avec des gens comme toi aujourd'hui, notre sport, il s'éteint. Tu vois, donc voilà, on se donne les moyens de faire notre propre communication et d'en parler. Parfois, j'ai un peu de mal à comprendre parce que, tu sais, quand il y a des UFC Paris qui sont annoncés, quand je regarde les prix, je regarde la vitesse à laquelle ça se vend, c'est-à-dire que des fois, j'essaie de me connecter, tu sais, à 20h, ils balancent les billets. Il n'y en a plus. Je me connecte à genre à 21h, plus jamais, tu vois, c'est fini depuis 40 minutes. C'est bien pour notre sport. C'est bien, mais tu vois, l'UFC, le MMA, je pense que ça a éteint le pied-point. Aujourd'hui, je pense qu'en boxe anglaise, à part Bakary Samake, il n'y a personne qui remplit les salles. C'est devenu compliqué. Et déjà, la boxe anglaise, clairement, elle est devenue ennuyeuse. Le pied-point, il a pris un peu le relais. Et c'est pour ça que même à travers moi, aujourd'hui, mes organisations, je ne les fais pas pour les puristes. Je le fais pour le grand public. Aujourd'hui, heureusement, j'ai peut-être 20% des gens qui viennent, c'est des puristes. Et Dieu merci, parce que les puristes, eux, ils veulent quoi? Ils veulent des entrées gratuites ou ils viennent, ils critiquent. Le grand public, il vient, ils sont émerveillés et ils reconnaissent ton travail. Donc aujourd'hui, malheureusement, on met des beaux plateaux sportifs en place, mais c'est plus pour le grand public. Mais est-ce que toi, tu es tenté aujourd'hui de pas d'arrêter le pied-point, mais d'être le coach pied-point de MMA? Alors, transformer ton équipe, dire Steve Valent MMA maintenant. J'ai des propositions. Je me lancerai pas entièrement dans le MMA parce que je ne maîtrise pas l'art. Et si je le maîtrise pas, je le ferai pas parce que je me sentirais mal à l'aise ou je me sentirais être un escroc. Et je veux pas me vanter d'être celui que je ne suis pas. Mais j'ai eu des propositions pour intégrer des teams pour du MMA. Mais c'est assez paradoxal parce qu'en MMA, quand tu vas en MMA, genre à l'UFC, les combattants qui sont spectaculaires, qui sont très forts en pied-point, c'est eux qui sont valorisés. On déteste les Khabib, on déteste les Islam Makhachev, on déteste les gars au sol parce que c'est des gars, genre, ils cassent le combat. Ils attrapent un striker, ils le mettent au sol et pendant 20 minutes, c'est un passage à tabac et c'est pas beau à voir. On privilégie les strikers. Et pourtant, toi qui vous faites du striking et vous faites du pied-point, bah vous n'êtes pas valorisé et pourtant vous faites du pied-point. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas non plus trop à comprendre. Et dans la salle où j'enseigne,
On a donc des sections de MMA, on a le pied-point donc qui se fait avec moi. Et les gars, tu les verras jamais venir au pied-point. Alors je pense que le problème, c'est que s'ils maîtrisent pas trop le pied-point, ils vont pas admettre que quelqu'un ait un niveau au-dessus d'eux en pied-point. Alors que c'est dommage parce que c'est ce qui leur permettrait de passer encore un cap. Mais il n'y a pas tout le monde qui aime prendre des coups. Il n'y a pas tout le monde qui aime être dans le rouge. On va dire, s'il y en a un, il maîtrise le sol et il veut se contenter de ça, il va se contenter de ça. Mais si tu veux être vraiment bon, va là où tu as des lacunes. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. C'est comme quand tu es en entraînement, quand tu es en sparring. Si tu prends une droite dans le nez, faut pas t'énerver contre le mec qui te l'a mis. Faut t'énerver contre toi-même. Si tu l'as pris, c'est de ta faute. Donc voilà, si tu veux progresser, malheureusement, faut aller là où t'aimes pas aller. J'ai entendu de tes élèves que t'aimais pas le sol. C'est vrai ça? Moi, je déteste. Pourquoi tu détestes ça? Moi, je vais au sol, je branle les gens. C'est vrai? Je sais pas, ça m'ennuie. T'as déjà testé? Ouais, vite fait. Ah, moi, j'aime bien les grosses patates et quand ça va en Ouais, contact. faut que ça tape. Ouais, grave. Oh, le sol, tout ça technique. Ah non, t'en as rien à j'aime pas la technique. Ok. Dernière question. Est-ce que tu as déjà ressenti de la jalousie envers que ce soit un coach qui a des meilleurs élèves ou autre, tu vois? En tant qu'entraîneur, on a toujours envie d'avoir des meilleurs élèves, que tes élèves montent, tu vois, de placer des gars. Mais est-ce que toi, t'es dégoûté d'un truc ou... Alors, pas de la jalousie, mais j'ai les nerfs contre moi-même qu'il soit peut-être pas aussi bon que lui ou que lui. Et moi, je suis admiratif au niveau des best coachs qu'il peut y avoir en France, comme Rodrigo Alamos, la Mamoudi Jim. Moi, je suis admiratif de ces gens-là. Et j'ai envie d'être aussi performant qu'eux. Donc, je serai jamais jaloux. Je serai plutôt à l'écoute et je vais observer et essayer de faire mieux qu'eux. T'as déjà eu des propositions du style MMA, tu nous as dit? Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Parce que c'est bien payé. Déjà, ma femme, elle a pas trop envie de déménager. J'ai eu une grosse proposition là pour aller à Abu Dhabi. Ok. Pour coacher, du coup, pour coacher. Des athlètes MMA, peut-être? MMA et Moué. Mais en pied-point. Ouais. Ok. Je suis pas prêt encore à ce changement. Je sais pas. J'aime bien mes petits gars. J'aime bien partager. Tu vois, ça va pas être le même partage d'être juste payé faire ce que je fais et je rentre chez moi. J'aime bien ce côté humain. Et j'aime bien accompagner mes gars. J'aime bien que c'est la famille, tu vois. Et je pense que pour le moment, je suis bien comme ça. Ok. Là, on a vu un dernier cas, je voulais t'en parler. C'était Daniel Voirin. Je pense que tu vois qui c'est. C'est un coach. C'était l'ancien coach de Benoît Saint-Denis. Oui. Où il l'a accompagné toute sa vie. Et c'est un très grand entraîneur. Hein. Il a eu des très gros noms à l'époque. Et du jour au lendemain, il a décidé de changer de coach et de partir. Est-ce que c'est un jour un truc comme ça? Et il avait les nerfs, hein, ça, il le dit un peu, mais il avait franchement les nerfs. Est-ce que toi, si ça t'arrive très dégoûté ou... Je pense qu'on a tous vu la gueule à Benoît Saint-Denis après. Ouais. Voilà, c'est à lui d'être dégoûté, pas à nous. Tu penses à cause de ça? Je pense. Il n'y a aucun coach, déjà ton coach formateur, ou peut-être même pas formateur, mais ton coach qui te veut du bien et qui est là et qui transpire avec toi et qui suit avec toi et qui donne le maximum avec toi. Tu peux ramener un mec même de Mars, s'il n'a pas cette mentalité, il va rien faire pour toi. Et moi, aujourd'hui, genre un mec comme Akram que j'ai depuis qu'il est petit, je le connais par cœur, je le connais mieux que ses parents. On a vécu des phases ensemble que je sais quand il va bien ou quand il va mal. Et ça, c'est irremplaçable. C'est quoi ton message pour tes pros là, que tu as, Akram, Ilias, Ismail et tout? T'aimerais qu'ils soient où? Qu'est-ce que tu vois dans leur potentiel? Comme ça, ils regarderont la vidéo. Ils sauront peut-être publiquement où est-ce que tu les vois, quel potentiel. Quand t'es coach, franchement, tu sais. Ils ont tous du potentiel. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils ont la même hargne et détermination que moi j'ai pu avoir. Pour pas avoir de regrets. Parce que le sablier, il tourne vite. Et quand c'est fini, c'est fini. Et tu reviens pas en arrière. Tu penses qu'Akram, par exemple, il a des chances d'avoir une ceinture au One? Dans sa catégorie qui est, je sais plus, 57 kilos, je crois. 57 kilos? Ouais, je pense qu'il a toutes les chances. Faut juste qu'il m'écoute un peu plus. C'est même pas un message. De toute façon, moi, c'est toujours en bienveillance quand je vais dire quelque chose pour lui. Ouais. Il peut y arriver. Il a toutes les qualités. Un gars comme Akram, t'en sors un tous les 10-15 ans. Et je te le dis, je sais de quoi je parle. Ouais. Parce que je le vois, Akram, pour ceux qui savent pas, Akram, les gars, il est petit en taille. Tu le vois dans la rue. Tu dis, c'est bon, lui. Et je lui mets une claque, c'est bon, ça va être réglé vite fait. Il est vraiment très fort. Wow, quand tu le vois boxer, tu mets d'un petit corps comme ça, il arrive à développer une puissance qui est quand même incroyable. Il est vraiment très fort, il était doué. Tu sais, t'as pas beaucoup de gars qui sont doués et travailleurs. Après, lui, le pauvre skin, c'est-à-dire moi, il m'a eu en fin de carrière, j'ai arrêté ma carrière, je l'ai attrapé, viens là, je lui ai dit tout de suite, tu vas faire ça comme je te dis et tout. Il t'a écouté? Il m'a écouté, il fait beaucoup de sacrifices, mais regarde aujourd'hui où il en est. Regarde qui il a battu les meilleurs en Europe. Ouais. Je pense qu'en Europe, à son poids, il n'y a personne qui a son niveau.
Après, oui, c'est dur. Oui, c'est des sacrifices. Oui, j'aurais voulu profiter de ma jeunesse. T'as peut-être pas profité de ta jeunesse, mais je t'ai construit ton futur. Et il faut aller au bout des choses. Tu vas au bout, ça marche pas, au moins tu auras tout tenté. Mais tu dis pas, ah, j'aurais pu. Tu vois, moi, des fois, je parle avec des gars, ils me disent toujours, ah, j'aurais pu. J'aurais dit, juste ferme ta gueule. Si t'aurais pu, il fallait aller au bout des choses. Moi, il y a plein de gars qui étaient à mon niveau quand j'étais plus jeune. Et ils sont pas allés au bout des choses. Et des fois, je le croise, il me dit, ah, moi aussi, j'aurais pu. Je dis, mais si t'aurais pu, fallait le faire alors. Fallait au bout des choses. Moi, je me suis fait mal pour y arriver. J'ai peut-être pas réussi comme j'aurais pu réussir dans la vie, mais je suis allé au bout des choses. Réussite ou pas réussite, je l'ai fait. C'est comme ça. Et des élèves comme Ismaël, là, du coup, qui a combattu récemment, Ilias qui était avec nous. T'as d'autres élèves aussi, Christopher, que tu nous Ouais, as il y en a dit. plein, ouais. Christopher, il y en a plein qui montent, il y en a plein qui arrivent. La boxe, c'est une affaire de détermination. Tu vois, aujourd'hui, les jeunes, la problématique, ils se préparent que quand ils ont un combat. Non, tu ne prépares pas que quand tu as un combat. Tu fais ton combat, il passe, tu regardes ce qui allait, ce qui allait pas, et pendant le laps de temps où tu auras un autre combat, il faut préparer, il faut travailler sur tes erreurs, sur ce qui allait pas. C'est comme ça qu'on progresse, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il manque un peu de mort, mais tu peux pas leur en vouloir parce que la vie, elle est devenue dure aussi. C'est un autre contexte, c'est une autre époque que la mienne. Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai plein de regrets. J'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de belles choses, mais j'ai plein de regrets. Et j'aimerais qu'ils aient pas les regrets que moi j'ai. Donc, faut qu'ils se donnent à fond. Les gars, donnez-vous à fond. Et on est ensemble, on est la famille. Et puis, croyez en vos rêves. C'est dur, c'est extrêmement dur. Mais croyez en vos rêves. Il y a peut-être un truc où on sera pas d'accord. Pour toi, est-ce que c'est plus important d'avoir du talent, être doué? Vraiment, il y a des gens, j'ai l'impression, ils sont nés pour ça. Il y a des gens, j'ai l'impression que tu peux faire ce que tu veux, tu feras jamais mieux qu'eux. Ou les travailleurs. J'en ai vu des travailleurs, mais à côté d'un mec qui a du talent et qui je sais pas, il a des gènes ou il a ce truc pour ça. Pour moi, le talent, il bat le travail. Mais toi, tu es l'exemple que tu te dis pas doué, mais pour moi, tu es doué. Parce que déjà, génétiquement, physiquement, je te vois, c'est pas pareil. La carrière que tu as fait, les combats que tu as eus. Mais je suis devenu ce que je suis, à force de travail. Je suis pas doué de base. De toute façon, je déteste me voir boxer, faut le savoir. Il y en a plein, ils kiffent me voir boxer. T'as une belle boxe, si, ça. Oh, t'as une belle boxe. Hein. Je déteste me voir boxer. Pour moi, je suis toujours mécontent de ce que je fais. Même quand je gagnais, jamais tu me diras ce soir-là, j'ai tout arraché et tout. J'aime pas. Je suis toujours dans la performance et tout. Après, nous, dans notre travail, dans notre boulot, dans la boxe, j'ai l'intime conviction que faut bosser, c'est tout. C'est comme ça. Faut être dur mentalement et faut bosser. Moi, je suis un peu un coach à l'ancienne. Hein, parce que je sais ce qu'il faut pour y arriver. Et je te dirai jamais ce que tu vas entendre. Par contre, je te dirai la vérité. C'est qui le plus tu penses dans ton entourage, enfin dans tes élèves, le mec qui a le plus de talent? Tu vas faire des jaloux. Mais non, mais ils savent tout ce que je pense d'eux. Qui a le talent je pense brut, que le plus talentueux et la plus grosse marge de progression, je pense que c'est Isma. Clairement. Il est très jeune. Quel âge il a? Il a 19 ans. Et là, on a travaillé un peu sur ses lacunes en anglaise. Le gars, c'est la première fois qu'il envoie un mec au tapis. Je pense qu'il aurait jamais cru envoyer un mec au tapis. Et je pense que s'il fait pas le con, c'est que le début, clairement. En termes de talent brut. Ouais. Lui, il est vraiment talentueux, cet enfoiré. Il est vraiment talentueux. Ouais. Ouais. C'est une éponge, il apprend vite, il est vraiment technique et tout. Maintenant, s'il arrive à mettre, excusez-moi du langage, de la chienneté là-dessus, et il peut tout arracher. Le plus gros travailleur. Yes. Ah ouais. Ouais, clairement, ouais. Mais après, je te dis Elias, mais ils bossent tous. Oh, il y en a qui bossent, écoute. Non, mais ils bossent tous en vrai. Ouais. Quand ils sont en prépa, je suis dessus, ils bossent tous. Akram, il bosse. Ouais. Chris, il bosse. Ils bossent tous. Mais je veux dire, après, Elias, c'est la vie qu'il a et le fait qu'il doit faire 1 heure par jour qui fait la différence. C'est là où je suis admiratif. Mais en vrai, ils bossent tous, les gars. Faut pas qu'il y ait de la jalousie, les gars. Mais ils bossent tous. Ouais. Mais voilà, moi, tu sais ce que je regarde, c'est le gars qui est là en avance et qui part le dernier. Et t'as des gars, quand ils arrivent à l'entraînement, moi, ce que je kiffe, par exemple, chez Elias, c'est moi, ce que j'avais, c'est j'arrive dans les vestiaires, j'arrive dans la salle, je viens pas faire des selfies. Moi, il y a des gens que je croise qui s'entraînent avec moi il y a 15 piges. Ils me disent, tu te rappelles, on s'entraîne ensemble. Et je leur dis, désolé, je me rappelle pas de toi. Ils me disent, mais c'est normal, t'arrives à l'entraînement, tu calculais personne, tu venais t'entraîner. C'est là pour la bagarre. C'est vrai, c'est tout, c'est comme ça. Et est-ce que tu détestes le plus, tu sais, le côté vedette? Ah, je déteste ça. Qui a le côté vedette le plus dans ton club?
Parce qu'en termes de Ils n'ont blague- pas vraiment le côté vedette. Ils ont Ah, il pas... y en a toujours souvent, un qui non, vient, la vérité, souvent je les engueule. Je peux pas me permettre de juger les gens parce que des fois ça peut être juste leur comportement, tu vois. Je les engueule, comme je te disais, je déteste les gars en retard, mais t'as des gars, un gars comme Akram, c'est un gars, il est pas à l'heure, il sera jamais à l'heure. Tu sais qu'il habite derrière la salle, Ah ouais, il non, sera c'est jamais à vrai. l'heure. Mais il fait pas la vedette, il est comme ça, c'est son ADN. Et il va venir, il va bosser, mais il sera jamais à l'heure. Et je pense qu'ils font pas exprès. Je pense que c'est générationnel, tu vois. Hmm. Mais non, j'ai un bon groupe, j'ai une bonne équipe, j'ai des bons gars. C'est vraiment la famille, ils se tirent tous vers le haut et vraiment pourvu que ça dure parce que là je suis en train de kiffer des années. Il y a des trucs ça m'énerve, mais je kiffe quand même. Bah justement, là, pour finir, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'arrive? Je sais pas, si tu veux peut-être être coach. Moi qui m'arrive rien, moi ça se passe bien pour moi. Moi j'espère que mes gars ils feront mieux que moi, qui feront mieux que moi, qui gagneront de l'argent, qui s'en sortiront dans leur vie, qui pourront avoir une famille, qui feront tout mieux que moi. La vérité, moi je suis bienveillant, je veux juste que ça se passe bien pour eux. Après que moi je continue ma petite vie, mes coachings, que ça se développe pour moi, qu'on reconnaisse mon travail. Parce que souvent il y a beaucoup de mythos, ils sont valorisés. Moi je sais que je fais du vrai travail. C'est pas que je le sais, c'est que les résultats, il est sur le ring. Il est à travers les résultats, à travers les performances. Et après je souhaite le bien à tout le monde, c'est tout. Voilà. En tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'ai ton Instagram, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux? Peut-être que tu as un site internet, je sais pas. Et je viens de créer un TikTok. Tu viens de créer un TikTok? Ouais, je fais de la Waouh. pub, je viens de le créer là, j'ai 126 followers, je C'est crois. vrai? Bah écoute, envoie-moi C'est ton ma fille TikTok. qui le gère. Je te mettrai ton TikTok, ton Insta. N'hésitez pas à suivre Steve pour voir un petit peu le côté coaching, le côté tous les athlètes que tu as, la passion que tu Moi, transmets. si je peux me permettre, c'est Vas-y. n'hésitez pas à te suivre à toi, parce que j'admire ce que tu fais. Tu Ah, fais merci du très bon travail. C'est moi qui t'ai contacté pour venir aujourd'hui. Ouais, non, mais moi, Et j'étais je obligé veux de te t'accepter. donner, parce je que- veux te donner un max de force à toi parce que c'est vraiment bien ce que tu fais. Et grâce à des gens comme toi, on parle de notre discipline et on parle de choses qu'on parle pas beaucoup. Et c'est plus suivez-le à lui. Non, merci les gars. En tout cas, si jamais t'es chaud, un jour, je ramènerai tout mon matos, je viendrai boxer chez toi, histoire de. Moi, je suis avec Faut du que, tu, sol. faut que tu sois prêt. Ah, Je c'est suis quoi avec du sol. Eh. J'accepte un round si t'acceptes un round au sol, parce que sinon, j'ai aucune chance de gagner. Alors on commence par debout. Vas-y, c'est bon, comme ça, tu me fracasses la gueule. Après, j'aurai plus de force debout. J'aurai plus de Avec force au sol. plaisir. Avec Ah, mais en tout plaisir. cas, voilà, les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre Steve, voir un peu ce qu'il fait. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, abonner, partager la vidéo à tous ceux qui aiment les sports de combat, à tous ceux qui aiment la bagarre. Force à nous tous. Et on se retrouve avec une prochaine vidéo. Dites à Akram, les gars, ça commence à me. Dis-lui. Bientôt, ça arrive Viens, là. arrête de mentir. T'as pas la jambe cassée. Il n'y a pas de rendez-vous à l'hôpital ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de. Akram, s'il est C'est pas bon. comme ça, c'est pas Akram. Ouais, Akram. Akram, on l'aime comme ça. Faudra qu'on l'attrape. C'est quoi? Bah, je viendrai dans la salle, comme ça, au moins. Sois le bienvenu quand tu veux. Merci en tout cas, les gars. À bientôt. Et merci encore, Steve, d'être Merci à de toi. t'être déplacé. Merci. Merci, chef.